nous voulons essayer de faire un peu le point sur la problématique de la RDC aujourd'hui. On sait qu'en 1996, il y a eu la FDL. Après, en 2003, il y a eu un dialogue, un gouvernement d'union nationale. Il y a eu des premières élections en 2006. Il y en a eu des secondes élections en 2011. Et maintenant, on est en 2016. Le mandat de Kabila doit se terminer. Mais est-ce que tu penses vraiment qu'avec, en 2016, les problèmes de la RDC seront résolus? Mais je ne le pense pas. Je ne le pense pas pour la simple raison que les problèmes ont été mal posés. Les questions ont été mal posées, donc on ne peut pas arriver à des réponses adéquates. Vous avez parlé des guerres en 96, 98. Vous avez parlé du processus électoral en 2006, en 2012. Le problème dans tout ça, c'est la question, au fond, c'est qui ont tracé, qui ont imposé la feuille de route dont se servent les Congolais aujourd'hui. Ce ne sont pas les Congolais, ce sont les forces étrangères. Je tiens à rappeler que le Congo a été victime d'une agression en 1996. Il y a eu une réédition en 1998 parce que la marionnette Laurent Désiré Kabila n'avait pas respecté ses engagements, les engagements envers ses anciens maîtres. Et les mêmes maîtres l'ont assassiné et nous ont imposé la feuille de route qui nous a amenés aux premières élections et puis aux élections de 2012. Et maintenant, il y a les élections à venir de 2016. Donc comment voulez-vous qu'on arrive à régler nos problèmes quand la feuille de route nous a été imposée par ceux qui sont à l'origine du problème? Ça ne peut pas se faire. Ok, ma deuxième question était, Patrick Mbeko, que si on voit que l'opposition est en train de pousser pour que Kabila ne puisse pas renouveler un troisième mandat. Et en 2016, normalement, si Kabila ne se représentait pas, pensez-vous vraiment que la RDC aura fait un pas vers la démocratie réelle? Ben non, ça rejoint un peu ce que vous avez, votre première question, dans la mesure où le problème, ce ne sont pas les individus. Et d'autant moins que les individus sont en fait des acteurs apparents. Il y a des acteurs pléniers. Nous avons dit qu'il y a une feuille de route qui nous a été imposée. Mais avant cela, puisqu'il faut quand même faire un petit retour en arrière, on a eu Mobutu. On nous a dit qu'avec le départ de Mobutu, c'était la fin de la dictature. On a eu des millions de morts. Laurent Désiré Kabila a été assassiné. Nous avons eu celui qui est là et qu'on nous a imposé. Donc même s'il partait, le problème de fond, c'est l'ossature de système qui est là. C'est le système qui fabrique ces gens et les impose à la tête de nos États. Il faut en fait renverser le système, l'ordre cannibale établi qui est là, si on veut au moins voir la lumière au bout du tunnel. Sinon, si nous pensons que c'est une affaire d'individus qui, de toute évidence, sont des acteurs apparents, nous ne sortirons pas de l'auberge. Mais si on prend par exemple l'exemple de l'Angola, l'Angola a été en guerre pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'on a vu qu'on a un semblant de stabilité et de prospérité économique depuis 2003. Penses-tu que la RDC peut aussi aller dealer avec les forces étrangères et essayer d'obtenir ce genre de deal que l'Angola a fait? Mais il faut d'abord commencer par comprendre que c'est deux contextes différents. La RDC a été agressée par des puissances occidentales qui ont utilisé des proxys africains. La guerre d'Angola, c'était une guerre entre Angolais avec des émissions étrangères de part et d'autre. Donc les Angolais ont mis fin à leur conflit en parlant entre eux. Parce que ce sont des frères qui se battaient. Alors qu'au Congo, ce ne sont pas des frères qui se battent. Au Congo, ce sont des gens qui viennent de l'extérieur, qui agressent les Congolais et qui utilisent des proxys africains, y compris des proxys congolais, pour arriver à leur fin. Donc si nous voulons que cette situation change, il faut en fait le déracinement de ce que moi j'appelle l'ordre cannibale qui existe dans notre pays. On ne peut pas chercher à trouver des solutions avec ceux-là même qui sont à l'origine du problème, surtout quand leur système repose sur l'anéantissement des Congolais et le pillage des ressources du Congo. C'est ce que nous devons comprendre. Je pense que le problème qui se pose chez nous, c'est que nous ne nous posons pas les vraies questions. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux Américains, arrêtez de nous agresser? Parce qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui, pourquoi les Occidentaux ne vont pas dealer avec nous aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas directement dire aux Congolais, écoutez, on va prendre votre coltan, on va vous donner un peu d'argent ou vous aurez ceci ou cela. Le problème, c'est que dire ce genre de choses, c'est ne pas comprendre le véritable visage du capitalisme. Je suivais il y a
il y a quelques jours de cela, une intervention du président Poutine devant la presse. Et il a dit quelque chose de fondamental, puisqu'aujourd'hui la Russie est aux prises avec les Occidentaux en Syrie, en Ukraine. Il a dit, on a tout fait pour ne pas avoir des problèmes avec eux. Après l'effondrement du mur de Berlin, après la dislocation de l'Union soviétique, ils ont accepté de retirer leurs armes de plusieurs pays de l'Est. L'OTAN avait promis de ne pas se déployer à l'Est. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'était le contraire. Et Poutine a dit, ce qu'ils veulent, c'est de nous anéantir. Et nous devons, pour ce faire, nous battre, résister, nous battre. Parce qu'ils veulent enlever les griffes de l'ours, parce qu'on considère la Russie comme, on appelle la Russie est considérée un peu comme un ours. Et Poutine disait, le but des Occidentaux, c'est de nous anéantir complètement. Et si un président russe d'un pays comme la Russie dit cela, et à plus forte raison nous les Africains, je pense que nous devons changer de paradigme dans la compréhension de la situation de notre pays. Mais certains analystes disent plutôt que c'est tout simplement la géopolitique qui a changé en Afrique centrale. Pendant plusieurs années, Mobutu était comme le président qui contrôlait, qui était comme le proxy américain en Afrique centrale, et le Congo n'avait pas de problème. Aujourd'hui, peut-être c'est Kagame ou Museveni, mais pourquoi pas, il n'y a pas d'autres leaders congolais qui peuvent aussi émerger et redevenir le proxy que Mobutu était avant. Ben alors, dans ce cas, que ces analystes-là acceptent que nous soyons en même temps des esclaves des temps modernes pour toujours. Parce que si vous acceptez d'avoir un président qui est proxy, mais le jour où il ne fera pas ce que ses maîtres attendent de lui, il va être éliminé. Mobutu a été éliminé pourquoi? Parce qu'avec lui, on ne pouvait pas piller les richesses du Congo. Les Occidentaux ne pouvaient pas piller les richesses du Congo comme ils l'entendaient. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont renversé. Ils ont mis en place des leaders, eux, qui accepteront que l'Afrique soit dépouillée. C'est comme si moi je vis de vos misères, mais si vous me refusez de vous infliger ces misères-là, je veux vous écarter. C'est là le problème de fond. Ou nous acceptons de résister et de renverser cet ordre cannibale qui existe chez nous, ou nous acceptons notre condition d'esclave. C'est un choix qui nous importe à nous-mêmes. On peut tout dire des Occidentaux. À un moment donné, c'est à nous de prendre la décision adéquate. Je pense que les pays d'Amérique latine l'ont fait. Plusieurs pays d'Amérique latine étaient considérés comme les arrière-cours des États-Unis. Qu'ont-ils fait pour se sortir des misères dans lesquelles on les avait plongés? Nous devons aussi regarder vers là-bas. Le problème au Congo, il n'y a pas de conscience historique. Et quand il n'y a pas de conscience historique, on arrive à dire tout et n'importe quoi, comme quoi on doit avoir des proxys à la tête de nos États. C'est pas normal. Ok, mais si on voit certains pays africains, parce que le Congo n'est pas un pays unique, il y a plusieurs pays riches, comme le Nigeria, comme l'Angola, comme le Ghana aussi, il y a beaucoup d'or. Pourquoi les Américains ne vont pas faire tous ces genres de dégâts dans ces pays qui ont aussi des sous-sols riches, et il n'y a que le Congo qui depuis Léopold II jusqu'à maintenant subit toujours des génocides pour ses richesses? Parce que le Congo est stratégiquement beaucoup plus important que le Nigeria. N'empêche qu'aujourd'hui, le Nigeria connaît beaucoup de soubresauts. Il y a beaucoup de désordre là-bas. Il y a cette histoire de Boko Haram qui est devenu le visage obscène du système capitaliste dans cette contrée, en tout cas dans la région de Golfe de Guinée. On le voit beaucoup, soi-disant Boko Haram au Cameroun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Occidentaux ont décidé de déstabiliser ces États. Ce que nous devons comprendre, c'est ceci, c'est que les Occidentaux, les États-Unis en tête, n'ont plus les moyens économiques pour financer des guerres comme dans le passé. Alors maintenant, on va sous-traiter des opérations clandestines en utilisant parfois des organisations comme Boko Haram ou affiliées pour mener des déstabilisations, parce que le but ultime, c'est non seulement aujourd'hui de contrôler les ressources des États africains, mais aussi de barrer la route à des puissances comme la Chine et la Russie. Donc les enjeux géostratégiques aussi ont changé, ils ont évolué. Et dans un pays comme le Congo, qui déjà a toujours été considéré comme la colonie de la soi-disant communauté internationale, les choses vont s'empirer si les Congolais ne comprennent pas cela. Donc voilà pourquoi je dis qu'il faut changer de paradigme dans notre manière d'aborder la question congolaise. Mais si clairement on voit qu'on a un rapport de force
que déjà on a vu la Libye, Kadhafi a fait un peu a suivi un peu le discours que tu tiens, il a essayé d'être indépendant pendant plusieurs années, mais il a été aussi vite déstabilisé. Donc clairement, il y a un rapport de force que peut-être les Russes peuvent résister, peut-être la Chine peut résister, mais nous les Africains, le Congo, on est très loin de résister par rapport aux Américains. Donc forcément, on doit négocier. Mais, vous savez, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre. Les rapports de force sont d'abord, c'est une affaire d'abord psychologique. Et vous allez voir d'ailleurs dans les états-majors militaires, en tout cas des grandes armées, le département des opérations psychologiques est un département qui est très important. Donc, vous avez donné le cas de la Libye, mais c'est toujours important de comprendre en fait les enjeux entourant toutes ces questions-là. L'OTAN était en train de perdre la guerre en Libye. Ça, c'est une chose que bien de gens ne savent pas. Ils avaient engagé des négociations secrètes avec Kadhafi parce qu'ils s'étaient rendu compte qu'on ne pouvait pas briser aussi facilement la Libye. Maintenant, chez nous, nous n'y arrivons pas. Pourquoi? Parce que mentalement, nous avons été vaincus. Au niveau de l'esprit, nous avons été vaincus. Vous oubliez qu'il y a un autre pays africain qui résiste, qui s'appelle le Zimbabwe, qu'on essaie de déstabiliser depuis un bon moment. Les Zimbabwéens résistent. Comment ont-ils fait? Je peux prendre encore une fois l'exemple de l'Amérique latine, qui était dans la même situation que le Congo. L'Amérique latine qui a connu des génocides, il ne faut pas l'oublier, de la part des colons européens qui sont là. Mais aujourd'hui, tous ces gens résistent. Ils résistent simplement parce qu'ils ont renversé le rapport de force sur le plan mental. Ils ont démystifié le système capitaliste. Dans tous ces pays, il y a les gens ont une conscience historique très forte. Alors que chez nous, ça n'existe pas. Nous sommes mystifiés par l'Occident. Nous sommes mystifiés par leurs films qu'on regarde sur Hollywood. Alors que les Américains n'ont jamais gagné une seule guerre, véritable guerre, à part dans les films d'Hollywood. Ça, ce sont des réalités. Mais quand vous ne comprenez pas tout cela, quand vous ne savez pas tout cela, vous allez être mystifié par celui qui est devant vous, qui vous mystifie à travers les médias et même à travers l'école. Le problème est là. Nous avons été vaincus sur le plan psychologique et donc le reste n'est qu'un jeu d'enfant. Comme le disait d'ailleurs Cheikh Anta Diop, il disait « L'ennemi vous tue moralement. Il vous tue psychologiquement avant de vous tuer physiquement. » Mais s'il faut parler de solutions, c'est que parce que tous ceux qui peuvent reconstituer la conscience mentale, c'est l'école. Or, on sait que l'école est détruite au Congo. C'est peut-être les leaders politiques. On sait que les leaders politiques n'ont pas toujours la conscience nécessaire. Moi, je me rappelle toujours qu'en 1996, plusieurs personnes applaudissaient Kabila le père. Les opposants à l'interne disaient « vaut mieux une dictature inconnue qu'une dictature connue ». Et jusqu'à aujourd'hui, on sent toujours cette lecture qui manque un peu aux opposants. Depuis 1960 jusqu'à nos jours, les opposants manquent un peu cette lecture géopolitique que vous, comme des analystes comme toi, maîtrisent bien. Mais quelle serait la solution dans ce cas-là? Parce que le peuple congolais est perdu pour toujours ou quoi? Parce que le salut ne peut venir ni des politiciens, ni de l'école, ni de l'État, ni de l'Église, donc, qui est aussi contrôlée par... Vous savez, même dans les pays que j'ai cités, ce n'était pas facile. Il a fallu des gens, une minorité. Et d'ailleurs, vous savez, l'histoire des nations, l'histoire des révolutions a toujours été une histoire de minorité. Et c'est toujours une minorité consciente et agissante qui lance la mécanique révolutionnaire. Et donc la masse se greffe simplement à cette mécanique-là pour renverser l'ordre établi. C'est vrai que l'école chez nous est détruite. Mais de toute manière, l'école n'a jamais fait le travail adéquat. Depuis très longtemps. Moi, j'ai étudié au Congo. J'allais dans l'une des meilleures écoles au Congo. Le problème, c'est que j'ai beaucoup plus appris sur des rois européens que sur Lumumba, sur son combat. Quand vous apprenez l'histoire des autres, une histoire qui magnifie le colon et qui chosifie le colonisé, c'est qu'il y a un problème. C'est pour cette raison que nous sommes morts mentalement. Et les politiques n'ont aucune conscience historique, mais ils n'ont pas une vision géopolitique à long terme des enjeux. Et ça, c'est l'un des problèmes que nous avons. Mais l'autre problème, c'est que quand des gens qui comprennent un peu ces enjeux-là essaient de nous expliquer, on ne les écoute pas. Parce que nous voulons des solutions toutes faites. Aujourd'hui, nous voulons qu'on nous dise qu'est-ce qu'on va faire. Moi, je donne souvent des conférences à travers le monde et j'entends des gens qui me disent
surtout nos frères congolais qui disent « Mais qu'est-ce qu'on doit faire là? Qu'est-ce que vous proposez ?» Je leur dis « Mais c'est comme un malade. Si vous allez à l'hôpital ou vous restez chez vous, vous dites « Bon, écoutez, j'ai mal à la tête, je pense que j'ai la malaria. » Mais tu vis au Canada où la malaria n'existe pas. Il y a un problème. Vous devrez aller à l'hôpital. Il faut un diagnostic très clair de la problématique. Et c'est en fonction de ce diagnostic-là que le médecin va vous prescrire la médicamentation qui va avec. Mais même là encore, il y a un processus. Voyez-vous? On ne guérit pas du jour au lendemain, il y a un processus. Et dans notre cas, je le dis, j'insiste sur le processus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si je reviens à ce qu'on disait au début, on peut renverser Kabila, rien ne changera. Nous risquons de connaître encore des situations pires qu'avant. On peut même nous mettre un Congolais comme Mende. Nous allons connaître des situations pires qu'avant. Pourquoi? Parce que le problème de fond demeure. Et pour déraciner ce problème, il faut travailler de manière... il y a un processus qui va avec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous savons qui risque de prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Ouais. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez, on a été colonisé pendant des décennies. Il a fallu un jour, en 58-59, un groupe de Congolais pour dire « assez, c'est assez ». Et pour qu'il y ait un déclic. Vous savez que Lumumba avant, Lumumba dont on parle aujourd'hui, acquiesçait à l'idéologie des maîtres belges. Lumumba disait que Lumumba voulait d'une élite noire qui ressemble à des blancs. Mais quand il a rencontré les autres leaders panafricanistes, c'est là où il y a eu le déclic, c'est là où il a compris que non, je suis Congolais, je reste Congolais et je dois travailler pour la dignité de Congolais dans un paradigme purement congolais. Et c'est comme nous. Vous savez, moi j'entends des gens dire soulèvement populaire. Attends, les gens pensent que ça tombe du ciel. Non, ça se travaille. Et sur terrain. Et ça se travaille partout. Sur terrain et partout où on est. Vous savez, l'ayatollah Khomeini était en France quand la révolution iranienne a commencé. Ho Chi Minh a vécu en France aussi, le Vietnamien. Voyez-vous? C'est pour dire ceci. Ce sont des gens qui avaient compris et qui ont mis en place une structure. Il y a eu un processus. Kadhafi, par exemple, a commencé à l'âge de 17 ans. Il a pris le pouvoir à 27 ans. Chez nous, les gens veulent le soulèvement populaire. Mais nous risquons d'avoir ce qu'on a vu en Égypte et en Tunisie. Et même au Burkina Faso. Je m'explique. Dans ce pays, le peuple est descendu dans la rue. Les gens ont manifesté. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que derrière ces manifestations, il y avait des mains obscures. Aujourd'hui, par exemple, on sait que les révolutions tunisiennes et égyptiennes ont été canalisées par les Américains. Et on a eu au pouvoir des islamistes qui sont des alliés des Américains. Au Burkina Faso, on a eu... les gens sont descendus dans la rue. Dès le départ, j'avais fait une interview avec une chaîne française. Je leur ai dit qu'il y aura récupération. Qui avons-nous eu au pouvoir? Compaoré est parti, les gens acclamaient. Celui qui est arrivé, c'était le lieutenant-colonel Zida. Mais qui est-il? C'est un officier formé par les Américains. Celui qui a pris après les rênes de pouvoir, c'est un homme du FMI. On va déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Alors, que de faire un soulèvement populaire qui va causer des victimes, qui va faire des victimes innocentes pour n'aboutir à rien, mieux vaut travailler sérieusement, mener une véritable révolution qui va déraciner l'ordre cannibale qui existe dans notre pays. Pour cela, nous devons nous réconcilier avec nous-mêmes. Il faut travailler à l'émergence de ce que moi j'appelle souvent une masse critique. Des gens qui comprennent. Ils ne sont pas obligés d'être des grands diplômés parce que nous, on a un problème avec les diplômés. Les diplômés ne font pas l'histoire. Ce sont des gens qui ont compris. Ils peuvent être des gens qui n'ont pas étudié, comme en Amérique latine, tous ces Amérindiens qu'on voit qui ne sont pas allés à l'école, mais qui ont compris les enjeux, qui aujourd'hui résistent à l'impérialisme. Mais quand vous expliquez ça à des Congolais, on vous dit, mais ça c'est du discours. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris.